Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading en cette journée du 11 novembre, journée du souvenir sur l'armistice de la Première Guerre mondiale, la entre guillemets grande guerre qui devait être la dernière et 20 ans plus tard ça a été encore pire, donc ça nous rappelle que le pire peut toujours arriver et que la folie des hommes peut créer des millions de morts pour finalement strictement rien du tout avec le recul. Donc voilà, une journée pour se dire qu'il faut toujours faire attention et que tout est possible, le meilleur absolument et hélas le pire aussi. Voilà, nous et profitons du temps que nous avons pour nous dire la chance que nous avons de vivre en paix en Europe. C'est absolument historique, hein. Nous vivons la plus grande période de paix en Europe et ça, on ne se rend pas toujours compte de cette chance de notre génération de pouvoir vivre en paix. Et voilà, c'était simplement la petite minute souvenir qui me paraissait important. On va revenir au marché financier. Alors on a eu une baisse, ça a été rouge hier, bon, pas grande surprise, hein, je l'avais laissé bien entendre hier matin à 8 heures. Tous les indices futurs étaient dans le rouge et si la nouvelle n'était pas bonne à 14h30 aux États-Unis, ce qui a été exactement le cas sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui a grimpé plus que prévu au mois d'octobre et qui a même atteint un rythme annuel inédit depuis les années 1990. Donc on n'a jamais eu un rythme annuel aussi important des prix de la consommation depuis 30 ans aux États-Unis d'Amérique. La conséquence, j'allais dire, extrêmement logique, c'est la baisse des indices américains hier. Et on a eu une belle petite baisse appuyée notamment sur le Nasdaq. Puisqu'on a eu Apple et Microsoft qui ont bien baissé. On a été au contact des zones que je vous avais indiquées, notamment les 36 000 sur le Dow Jones. Petit rebond sympathique. Il y avait de quoi faire ces points hier en sérénité, j'allais dire. Voilà, on a donc un marché qui a baissé, on s'y attendait un petit peu sur les plus hauts historiques, hein. Je vous avais bien montré que depuis lundi, on avait vraiment une pente négative sur tous les indices américains. Ils ont appuyé un petit peu plus cette baisse avec la très mauvaise nouvelle de la statistique des prix à la consommation, la pire depuis 30 ans, donc forcément ils allaient quand même marquer un petit peu la chose. Ce qui est intéressant, c'est que les niveaux ont bien tenu, notamment pour le moment les 36 000 sur le Dow Jones et les 16 000 points sur le Nasdaq. On est descendu à 15 009 et on a fait une réintégration des 16 000. Là on s'est un petit peu régalé sur le forum hier à ce moment-là. Donc un marché serein, pas plus inquiet que cela. La tendance de la semaine se confirme. On arrive sur les niveaux clés, 36 000 Dow Jones, 16 000 Nasdaq. À partir de là, mes niveaux baissiers ont été atteints, mes niveaux de rebond ont bien fonctionné et du coup aujourd'hui ça va être l'attente puisque pour moi ce sont des niveaux qui ne permettent ni à la fois d'acheter ni à la fois de vendre. Vendre non parce qu'on n'est pas en haut du range, acheter on est en bas du range, ça pourrait être tentant mais on sent qu'il y a une fragilité. Donc là, c'est pas le moment à mon avis. Il va falloir voir ce qui va se passer aujourd'hui et demain. On a potentiellement une possibilité de rebond, mais quand on regarde ce qui s'est passé cette nuit, ça a rebondi net, hein. C'est un tout petit peu rebondi, donc ça nous montre que ce sont des niveaux, en tout cas, qui ont arrêté très nettement la baisse. C'était leur fonction, ces niveaux symboliques. Après, ils n'ont pas permis d'avoir une amplitude de remontée, et c'est normal parce qu'on a eu une très très mauvaise nouvelle hier. Donc ça remet
ça remet dans le circuit l'inflation qui risque de ne pas être transitoire, donc les taux d'intérêt qui vont remonter. On ne sait pas jusqu'où peut aller l'inflation, jusqu'où peut aller la remontée des taux. Tout cela crée de l'incertitude. La remontée des taux est anti-action, anti-indice, anti-développement, j'allais dire, puisque si vous... la remontée des taux favorise l'argent passif. Pour moi, vous avez deux types d'argent. Vous avez l'argent actif, l'argent passif. Comme dans la vie, vous avez des gens qui sont actifs, qui créent des choses, qui proposent. Vous avez des gens passifs qui ne font rien et qui ne font que critiquer ou commenter les gens actifs. Et pour l'argent, c'est la même chose. Quand vous gagnez de l'argent en bourse, par exemple, si vous le laissez en bourse ad vitam pour faire grossir votre somme et tout, c'est ce que j'appelle de l'argent passif. Ça n'a aucun intérêt, c'est une sorte de trou noir. Par contre, si votre argent est actif, si vous le faites circuler, c'est extrêmement positif pour la société. Si vous allez dans un restaurant étoilé, par exemple, ils en ont grand besoin en ce moment, c'est plutôt vide, l'argent que vous allez dépenser, ça permet au chef de s'exprimer, de payer ses charges. Ils ont des brigades avec énormément de personnes, ça paye le sommelier, le serveur, avec ça il peut envoyer ses enfants à l'école, etc. Donc votre argent, l'argent a une valeur quand l'argent circule. Ou si vous investissez dans une PME, si vous mettez 20 000, 50 000, 100 000 pour aider à développer la PME, c'est quelque chose qui est positif. Si ça reste en assurance vie, voilà, c'est l'argent un petit peu noir. Donc c'est la problématique. Quand les taux d'intérêt augmentent, on a de l'argent qui pourrait être actif, qui pourrait servir à financer les entreprises, qui pourrait servir à être dépensé tout simplement, qui risque de se retrouver plus sur des comptes, dans des situations bloquées, et donc ça ne tourne pas. Et c'est ça qui est fondamental et qui était extrêmement apprécié à l'époque de l'Empire romain. Vous pouviez être extrêmement riche, mais ce qui faisait votre qualité, c'était si vous étiez utile à la société. Donc c'était, comme il n'y avait pas énormément, il n'y avait strictement aucune aide sociale, etc., et le riche patricien d'une ville allait construire une bibliothèque. Je pense à la bibliothèque Celsius à Éphèse, par exemple. Il avait une fonction positive dans la société. Et nous, maintenant, on a une fonction positive dans la société quand on ne laisse pas dormir notre argent sur un compte, et quand ça tourne, quand ça fait tourner l'économie, voilà, quand vous allez dépenser votre argent, ça fait travailler beaucoup de gens directement, mais aussi indirectement. Et cet argent, on espère qu'à nouveau, il dépense ailleurs, et ça fait circuler tout cela. C'est pour cela qu'on a eu une énorme crise en 2008-2009, parce que l'argent ne circulait plus dans le système financier. Les banques avaient peur entre elles, en 2010 aussi. Elles ne se prêtaient plus d'argent, elles prêtaient plus d'argent aux particuliers, ne prêtait plus d'argent aux entreprises, tout le monde avait peur, et donc on se retrouvait avec un système sanguin qui ne fonctionnait plus. On n'était plus du tout oxygéné, et notre système fonctionne là-dessus. Il ne fonctionne pas sur le dépôt des comptes en banque, mais sur la circulation monétaire. Donc dépensez votre argent. Voilà. Je reviens aux indices. Tout cela pour vous montrer qu'on est dans une situation où si on avait eu les mêmes craintes inflationnistes, sans le dynamisme qui est derrière, on aurait fait une journée à -5, -6, et on aurait perdu 20 ou 30% sur les marchés extrêmement rapidement. C'est pas le cas, parce qu'on est aidé par les excellents résultats des entreprises américaine, et in fine on investit dans des actions parce que le profil de l'entreprise nous plaît, parce qu'elle peut nous apporter des dividendes. C'est un placement risqué, le placement sur action, donc il faut qu'il soit un peu plus rémunérateur. S'il n'est pas rémunérateur, vous le mettez sur un placement non risqué, c'est l'évidence. C'est pour ça que si les taux d'intérêt augmentent trop, on va avoir une décote sur les actions pour les placer sur les placements entre guillemets
sans risque. Et c'est cette lutte permanente entre risque et non-risque, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit dans nos placements, que ce soit dans notre vie perpétuelle. On va toujours faire des choix, et finalement les choix se déterminent. Est-ce que je prends un risque ou est-ce que je ne prends pas un risque? Le jour où j'ai démissionné de mon poste d'enseignant, emploi garanti à vie sans aucun problème, je ne vais pas vous dire 5 semaines de vacances, ce serait mentir, mais 3 mois et demi, 3 mois et demi de vacances, c'était une prise de risque pour moi. La solution la moins risquée, c'était de pantoufler et de rester tranquillement à l'endroit où j'étais. Donc, actuellement, est-ce que c'est risqué ou pas risqué d'intervenir sur les niveaux actuels? Je trouve ça risqué. Donc attendre, en tout cas moi je vais attendre largement, voir dans quel sens ça part sur les marchés américains. Là pour moi on est vraiment sur une zone de stabilisation. Tout simplement, mon objectif baissier de la semaine est accompli. Donc maintenant, on va regarder pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous invite donc à regarder les différentes actions. On va commencer par le CAC 40. Donc petite vague de baisse sur le CAC 40, bien contenue par, devinez quoi, comme par hasard, les 7000 points. On a été pile sur 7000 points hier soir à 20h, et puis rebond, et on a repris actuellement une vingtaine de points. Donc on voit, c'est pas grand chose. 20 points, c'est du 0,30, du plus 0,30%, mais ça a permis, en tout cas, ces 7000, cette résistance à mensuelle, d'avoir un petit rebond qui est, j'allais dire, on ne peut plus classique. Reste à savoir s'il va perdurer, ça c'est autre chose. Faites attention aussi aux rumeurs. De manière générale, faites attention à toute rumeur, mais surtout dans le domaine financier. Hier, il y a eu, par des médias de faible qualité, des rumeurs comme quoi Evergrande allait faire faillite. C'est même arrivé sur le forum par un gars qui a posté ça en demandant si c'était vrai, qui n'était pas venu depuis 2 ans sur le forum d'ailleurs, juste pour poster ça. Donc j'ai dû intervenir pour demander les sources, etc. Et effectivement, c'était une rumeur, donc une fake news, une fausse information. Donc ce n'est pas parce que vous lisez des choses sur Internet d'un obscur journal inconnu de Hong Kong qui veut se faire une pub, et là il a dû avoir 1 million de personnes qui ont été lire ce qu'il a écrit. Ça a été le jackpot pour lui. Voilà, il faut que ce soit du Reuters, du Bloomberg, des gens sérieux qui publient une news pour qu'elle ait une valeur. Et voilà, dans ce contexte-là, il y a aussi des gens qui ont intérêt à lancer des rumeurs pour essayer de faire baisser les marchés, par exemple, s'ils sont en short. On va avoir plein de rumeurs qui vont arriver parce qu'on va arriver sur les élections présidentielles. Donc là, les Russes vont se réveiller, etc., etc., etc. Donc voilà, vous avez dans le domaine financier, vous avez Bloomberg, Reuters, qui sont ceux qui sont les plus rapides, ceux qui sont les mieux informés, ceux qui vérifient qui sont le plus sérieux au niveau déontologique, et pas un petit journal, blog, site obscur qui veut se faire de la pub rapidement et gratuitement. Donc voilà, faites attention à ça. Ça va revenir, et ça nous montre que le contexte est tendu quand on a comme ça des sites web qui lancent des rumeurs totalement infondées. Et voilà, donc j'espère qu'ils ont eu 1 million de nouveaux visiteurs sur leur site. C'est sûrement l'effet qui était attendu. Si on redescend sur le CAC 40, les 7000 pourraient bien nous servir de support. Voilà.
C'est ça qui est compliqué, je vais vous dire ça pour tous les indices. Vous avez le CAC 40 qui est un petit peu au-dessus de son support des 7000 et de la résistance à mensuelle. Vous avez le DAX 40 qui a profité des 16 000 pour rebondir. Pour le moment, il tient avec le support symbolique des 16 000. Le Dow Jones, on est sur les 36 000. Et on voit que c'est difficile pour lui. Là, pas beaucoup de rebonds, c'est bien écrasé. Sur le Nasdaq, il tient au contact des 16 000 points qu'il a pu réintégrer. Vous voyez, les 15 900 hier soir, boum, le rebond. Donc ça, c'était super agréable à trader. Mais on n'a pas de nouveau élan, on n'est pas à 16 100 dans la nuit. Donc compliqué. Sur le Russell, on est juste sous les 2400 points. C'est la middle R2 mensuelle à 2383 qui a permis de contenir la baisse. Donc on a tous les indices américains qui ont baissé et ils ont été contenus soit par un très gros support mensuel. La middle R2 mensuelle, c'est parmi les plus importantes que l'on puisse avoir, ou par des niveaux symboliques extrêmement forts, 36 000 Dow Jones, 16 000 Nasdaq, S&P 500, 4650, 4640, on a rebondi sur cette zone-là. Donc on a un repli américain très net, pas si important qu'on pouvait l'attendre. Ça a dû décevoir beaucoup de shorters parce que les pires prix à la consommation depuis 30 ans, et on a une baisse contenue de 1,5%. On n'a pas été sur le grand soir à moins 5, moins 6, moins 7% sur les indices américains. Ce matin, cette nuit, ils ont tenté de rebondir, on le voit à peu près tous, ils sont en tout cas tentés de se maintenir un petit peu au-dessus, mais ça reste extrêmement fragile. Et là aujourd'hui c'est vraiment intéressant, à partir de 15h30, ouverture des marchés américains, on va voir si ces fameux supports 36 000 Dow Jones, 16 000 Nasdaq, 2004 Russell, 4650 S&P 500 tiennent ou pas. Alors s'ils tiennent, c'est un bon signe et ils peuvent repartir au nord. S'ils tiennent pas, là on risque de descendre assez rapidement. On peut avoir des stops qui sautent. Et par exemple, sur le Dow Jones, on est là sur du 36 000. Si on a une vague baissière, on pourrait aller chercher cette zone-là qui est vraiment très intéressante. La middle R mensuelle est le plus haut du mois précédent, donc entre 35 750 et on va dire 35 800. Là, on a une zone de 50 points qui peut à la fois stabiliser une baisse et qui peut favoriser aussi un rebond de 50 à 100 points, donc une zone intéressante. Je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on a atteint mes objectifs baissiers, qu'on se stabilise pile sur les zones qui étaient mes points bas. On n'a pas de réaction haussière majeure, donc ça incite plutôt à la prudence. Ça va se jouer sur quoi? Ça va se jouer au moral, si j'ose dire. C'est comme pour les matchs de rugby. On va voir ce qui va se passer. Et je serais bien indélicat de vous suggérer un sens ou de vous faire comprendre un sens sur lequel je suis le plus en appétence. Là, très honnêtement, je ne sais pas du tout, donc je vais attendre. Et ça, c'est très important en bourse, quand vous ne savez pas, ça sert à rien de prendre position. Même si j'ai un petit a priori très léger, mais je vais attendre qu'on arrive sur des zones à nouveau intéressantes à trader ou que j'ai un signal majeur d'accélération haussière par exemple ou de forte ou d'une baisse un peu appuyée. On arrive sur des zones qui m'intéressent et je vois un rebond qui se dessine sur ces zones-là et là je peux mettre un ticket. Voilà, c'est tout ce que l'on peut c'est tout ce que je peux vous dire. Surveillez le 10 ans américain, c'est ça aussi qui a un peu fait chuter les indices. Sur le Nasdaq, surveillez les grosses pondérations, puisque si on a baissé, c'est parce qu'Apple et Microsoft
ont baissé. Hein, j'ai écrit 2-3 articles sur ce sujet, notamment sur le S&P 500, mais pour le Nasdaq 100 qui comporte 100 valeurs, concentrez-vous sur les 5 plus grosses capitalisations du Nasdaq, vous les connaissez par cœur, et c'est eux qui font la pluie, le beau temps. Si ces 5-là décident de monter, que vous en avez les 95 qui veulent baisser, le Nasdaq prendra de l'argent, hein. Il progressera, et si ces 5-là baissent et que vous avez les 95 autres qui veulent monter, le Nasdaq baissera quoi qu'il arrive. Donc on a... c'est à la fois une chance et un risque. C'est voilà, c'est de bien connaître entre guillemets le poids de certaines entreprises GAFAM sur les indices globaux. Et quand vous avez Apple et quand vous avez Microsoft qui baissent simultanément, vous pouvez voir Tesla qui a repris hier entre 4 et 7%. C'est pas si important que ça par rapport à du Apple et du Microsoft pour le Nasdaq. Bah écoutez, ce sera court puisque je peux pas vous dire plus de choses ou vous inventer des choses. On se retrouve demain matin, vendredi, pour le Good Morning Trading. Ça aura sûrement bougé, hein. Il y a peu de chances que ça se mette à stagner sur ces niveaux-là. On va voir le rapport de force. On a eu les acheteurs qui sont pris un bon uppercut hier. Bon, ils vont peut-être tenter de rebondir. C'est mon scénario privilégié, mais je ne rentre pas comme un bourrin, puisque j'attends plutôt l'ouverture des marchés américains, 15h30, 15h45, voir un peu dans quel sens ça peut partir. Voilà, parce que là, je vous ai donné les mauvaises nouvelles, hein. Donc, les prêts à la consommation, l'inflation qui inquiète beaucoup, etc. Bah, les bonnes nouvelles, c'est les bons résultats des entreprises, c'est qu'on est sur un trimestre qui peut être faste. On va avoir bientôt le Black Friday et ça, c'est généralement porteur sur les marchés actions. Donc voilà, on a du moins, on a du plus et ça arrive à peu près à l'équilibre sur des niveaux corrects, symboliques. Donc il ne reste plus qu'à voir qui va gagner le match. C'est ça aussi être trader, c'est être lâche. C'est-à-dire que vous êtes comme à l'école primaire, vous avez deux caïds qui se battent. Bah, vous prenez ni parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vous attendez de voir lequel gagne pour vous mettre dans son camp. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et c'est pas en essayant d'être à contre-courant ou de jouer son malin sur les marchés. Il n'y a personne qui est malin sur les marchés, à part Warren Buffett. Mais ça, c'est une autre histoire. Plus vous avez d'argent, plus c'est facile. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, à demain matin. Et on se retrouve ce week-end, hein, pour les webinaires. Histoire, je crois que je vais faire un webinaire histoire sur De Gaulle et Pétain. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est dans l'ère du moment. Je vais étudier, c'était ce que je faisais avec mes élèves, étudier deux discours qui ont eu lieu à quelques jours d'écart. Le discours de Philippe Pétain sur la capitulation et le discours de Gaulle, discours en mémoire, sorte de réponse en disant tout n'est pas foutu, on peut continuer à se battre contre les Allemands. Et les lire côte à côte est quelque chose d'assez passionnant et je vous ferai quelques petits commentaires à ce sujet. Sur ce, portez-vous bien et attention aux rumeurs, surtout sur Evergrande. Attendez que ce soit des vrais professionnels qui vous indiquent qu'il y a un problème ou pas.